Vous savez que ça vous a été annoncé. Moi, je suis comme vous, évidemment. J'ai des avis sur la situation contemporaine, mais j'ai des compétences en matière historique et il faut bien dire que l'histoire de l'Ukraine, ou plutôt de l'enjeu ukrainien, m'intéresse depuis très longtemps, en particulier depuis que, travaillant sur la politique extérieure du Vatican, j'ai rencontré l'Ukraine plus que je ne l'avais jamais rencontrée. Ça, c'était dans les années 90 et dans les décennies suivantes. Et puis, comme les recherches ont continué et qu'on ne peut pas travailler sur les relations internationales, sont tombées sur l'Ukraine, eh bien, évidemment, les choses se sont développées de telle sorte que, avant que la guerre n'éclate, bien avant que la guerre n'éclate, il se trouve que j'ai été confronté à plusieurs reprises, y compris d'ailleurs dans ma carrière, à la question de l'Ukraine, parce que l'enjeu ukrainien, ce que j'appelle l'enjeu ukrainien dans les combats entre les impérialismes, c'est vraiment quelque chose qui s'est dessiné de manière décisive depuis la fin du XIXe siècle. Je vais essayer de montrer en quoi, en m'attardant aujourd'hui surtout sur deux questions historiques essentielles, c'est-à-dire l'Ukraine comme enjeu pour l'Allemagne et l'Ukraine comme enjeu pour les États-Unis, parce que la situation contemporaine et ce qu'on appelle opération spéciale ou guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui rend absolument indispensable de faire la clarté sur l'histoire. Or, vous le savez, depuis quelque temps, il n'est plus question d'histoire du tout. Et quand on vit dans une période qui ressemble à ce qui a été expérimenté avec le bourrage de crâne en 1914, c'est vrai qu'il y a eu d'autres occasions de bourrage de crâne, il est absolument indispensable d'en revenir à toutes ces choses qui sont liées aujourd'hui. Je vais donc traiter de la question, je dirais de manière très classique, en commençant par le premier prétendant à la conquête et au contrôle de l'Ukraine, l'Allemagne, et en continuant avec les États-Unis, sachant que les deux pays, les États-Unis comme l'Allemagne, ont manifesté pour cette caverne d'Ali Baba des goûts anciens. Alors évidemment, on connaît mieux ou on connaissait mieux, ces temps-ci c'est très obscurci, on connaissait bien autrefois ce qu'on pourrait appeler l'enjeu ukrainien pour l'Allemagne, c'est-à-dire la manière dont l'Allemagne, à la fin du XIXe siècle, a remplacé l'Empire d'Autriche, devenu Empire austro-hongrois, comme candidat au contrôle de l'Ukraine, c'est-à-dire comme candidat au contrôle de ce qui intéressait l'Empire autrichien plus que tout dans son expansion à l'Est. Alors, à la fin du XIXe siècle, l'impérialisme allemand a besoin de s'étendre partout, et comme il prend la place de l'impérialisme autrichien bien rabougri, évidemment, il veut le concurrencer dans sa poussée vers l'Est, et il commence à prendre sa place. Je rappelle cette remarque si malicieuse, si perverse de Bismarck, disant à propos de l'Empire austro-hongrois, il faut laisser la vache autrichienne s'engraisser dans les packages balkaniques et à l'Est, et quand elle sera bien grasse, on la mangera. L'Allemagne a commencé à manger avant. C'est-à-dire que dans sa poussée vers l'Est, il a tendu à remplacer l'Autriche qui devenait de plus en plus faible, même avant la Première Guerre mondiale. Et
la Première Guerre mondiale a été une occasion essentielle d'avancer en Ukraine. Il faut savoir que, évidemment, l'Allemagne a fait de l'Ukraine et de l'ensemble de ce qu'on appelait les marches de l'Empire russe, c'est-à-dire la partie occidentale, les frontières occidentales, l'Allemagne a fait de l'Ukraine une base militaire et une base, enfin, avec l'objectif d'en faire une base économique essentielle. Et vous savez qu'elle avait l'intention d'y rester longtemps, puisqu'elle a même réussi, à la faveur du très grand affaiblissement de la Russie attaquée de toutes parts après la révolution bolchevique, elle a même pu compter à un moment sur une sécession ukrainienne qui l'a amenée en 1918 à réclamer toute l'Ukraine. Et puis, je n'entre pas dans les détails, mais vous savez que c'est une des clauses du traité de Brest-Litovsk que la Russie signe le couteau sur la gorge, et le maintien de l'Allemagne en Ukraine ne peut pas aller au-delà de la défaite de novembre 1918, mais elle est là depuis longtemps et évidemment, même après sa défaite, elle ne renonce en aucun cas. C'est-à-dire que la cession de fait de l'Ukraine est annulée, mais que, bien entendu, les objectifs ne sont pas annulés du tout. Or, et il faut le dire, c'est un élément essentiel et qui permet d'ailleurs de comprendre l'émotion extrême du Vatican devant la situation et un certain nombre d'interventions du pape à partir de 2022. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, l'Allemagne avait naturellement pour objectif de saisir les richesses de l'Ukraine. Or, ces richesses de l'Ukraine, elles étaient anciennes, ou elles étaient anciennement connues, à commencer évidemment par le Tchernosium, cette terre inépuisable, mais aussi à partir du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, à partir des années 1890, l'Ukraine est un élément majeur de l'expansion capitaliste en Russie. Or, cette expansion capitaliste, elle se fait pratiquement exclusivement sur la base de capitaux étrangers, de tous les grands impérialismes, y compris d'ailleurs l'impérialisme américain, puisque tout le monde y est, la France, l'Angleterre, la Suisse, enfin bref, je ne vais pas réciter le bottin. Donc, il s'agit d'avoir la tutelle sur l'ensemble des richesses et éventuellement de les arracher aux concurrents. Il s'agit aussi d'avoir le contrôle des armes, si je puis dire, et de ce point de vue, l'Allemagne prend le relais, ou a commencé à prendre le relais de ce qui était l'incarnation même de l'expansion autrichienne, c'est-à-dire l'uniatisme. Le Vatican adore l'Autriche jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse. À partir du moment où elle s'affaiblit, et c'est absolument inévitable à partir elle le conçoit comme inévitable à partir du troisième tiers, même avant, enfin disons de manière définitive du troisième tiers du XIXe siècle, c'est donc l'Allemagne protestante, ce qui ne gêne en aucun cas, qui remplace le Saint-Empire romain germanique et qui dispose de ce point de vue de ce qui a représenté l'élément essentiel de l'expansion du Drang nach Osten, c'est-à-dire de la marche vers l'Est, c'est-à-dire l'appui du Vatican. L'appui du Vatican, que l'Empire autrichien puis austro-hongrois gavait de richesses, mais après tout que l'Allemagne se propose aussi de gaver de richesses. Protestante ou pas, elle a des catholiques, elle a besoin de conquérir des colonies, les clercs catholiques allemands y sont fort utiles. Enfin bref, on passe à corps. Et il faut voir la rupture, enfin la césure que représente au début du XXe siècle,
en particulier d'ailleurs avec des décisions de 1907, ce que représente la décision de faire de l'évêque de Lemberg, c'est-à-dire Lvov, en quelque sorte l'homme lige non plus de l'Autriche, ce qu'il était depuis sa nomination d'évêque de Lemberg depuis 1900, mais du Reich lui-même. Or, Andrei Septiki, grand propriétaire terrien, est en quelque sorte le maître de l'uniatisme, sachant que l'uniatisme a été, grosso modo, jusqu'alors, le mode d'expansion, le versant idéologique de l'expansion de l'Autriche. Alors, je n'ai pas besoin de dire ici ce que c'est que l'uniatisme, hein, ce déguisement d'apparence slave de l'Église romaine, et Septitsky, qui a été l'homme lige de l'Empire autrichien, devient l'homme lige de l'Empire allemand. Il le restera toute sa vie durant, sous 4 papes, tous plus pro-allemands les uns que les autres, c'est-à-dire Pie X, Benoît XV, Pie XI, et puis Pie XII, n'est-ce pas, l'ancien Nonce Pacelli. Tout ça est un élément essentiel puisque ça a été un relais de l'Autriche et ça va constituer un relais de l'Allemagne absolument décisif, d'une Allemagne qui dispose en Ukraine de noyaux de population d'origine allemande et qui, à partir de 1922, c'est-à-dire de l'habile reconnaissance de la Russie soviétique, d'avril 1922, vous le savez, seul pays de sa catégorie, puisqu'il n'y aura pas d'autre reconnaissance avant 1924, l'Allemagne se trouve disposée, dans cette Ukraine que la Russie soviétique a récupérée en 1920, elle se trouve donc disposée, avec cette Ukraine, d'une base importante d'expansion. D'abord parce que, profitant du dévouement total des clercs allemands, des clercs d'origine allemande, de noyaux de population allemande et de bonnes relations théoriques avec la Russie, elle peut pratiquer en Ukraine un espionnage militaire systématique. J'ai raconté dans un ouvrage qui s'appelle le Vatican, l'Europe et le Reich, de la Première Guerre mondiale à la guerre froide, comment se faisait, puisqu'on le connaît par des archives françaises particulièrement savoureuses, comment se faisait l'espionnage militaire, puisqu'on y trouve notamment trace que tout de même les soviétiques commençant à s'inquiéter un peu à partir de 1926, on y trouve par exemple le récit de réunions interrompues dans lesquelles les clercs étaient en train de dresser des cartes militaires de toute la zone où ils étaient. Enfin, vous voyez, on a là l'aspect militaire qui n'est pas sans intérêt, hein, parce que la conquête de l'Union soviétique ou de la Russie, elle passe par le contrôle sur l'Ukraine. Alors, ça menace évidemment la Russie, puisqu'il s'agit de lui arracher ce qui est à l'époque, d'ailleurs, je dirais, une partie essentielle, c'est-à-dire ce qui comporte une part essentielle de son appareil industriel, sans parler de l'agriculture, bien sûr, et puis qui est au cœur des objectifs allemands, ces objectifs allemands. Comme disait en 1906 un porte-parole de l'impérialisme allemand, enfin de la conquête africaine de l'Allemagne, je vous le cite parce que je trouve ça particulièrement significatif. Donc le journal de l'Afrique du Sud-Ouest allemande, qui dit « Mais qu'est-ce qui nous empêche de rapporter le modèle du Sud-Ouest, le principe du droit du plus fort, non seulement à la politique coloniale, mais à l'ensemble de la politique,
est-il pire d'étendre nos territoires et de les développer aux dépens des Blancs inférieurs à nous, hein, comme on constatera, les Untermenschen slaves, vous le savez, ne datent pas de l'époque hitlérienne, donc aux dépens des Blancs inférieurs à nous, plutôt qu'aux dépens des Noirs sans défense. Voilà, l'Allemagne est surpeuplée, pourquoi son drapeau devrait-il flotter sur les rives sableuses? Il cite quelques localités d'Afrique du Sud-Ouest, et non sur les fermes des steppes faiblement peuplées, mais très productives, de la Russie centrale et méridionale. Tout ceci pour rappeler d'ailleurs que les enjeux ukrainiens sont et demeurent, ont été et demeurent des enjeux essentiellement économiques. Bien. Alors, évidemment, la Russie est menacée, mais la Pologne est menacée aussi. La Pologne des colonels dictateurs qui officiellement ont établi un système nouveau, mais sont toujours les porte-parole des grands féodaux polonais qui se sont fort bien trouvés par intérêt économique, agricole ou industriel, de l'alliance avec l'Allemagne et qui, sous le couvert de Pilsudski ou de son second, Beck, ont continué à diriger la Pologne pendant tout l'entre-deux-guerres. Or, cette Pologne, qui est une sorte d'exemple remarquable de ce qu'on pourrait appeler la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf, elle rêve de conquérir tout ce qui est autour. Elle rêve d'une grande Pologne et notamment, évidemment, elle rêve de conquérir l'Ukraine. Et elle fait mine, je dis bien elle fait mine, parce que les archives sont catégoriques, et je dois le dire de manière générale, tous les États sont bien renseignés, même quand ils sont petits. Et la Pologne sait ce qu'il attend de la part de l'Allemagne, mais les intérêts sociaux, les intérêts que je viens de signaler, tout ça fait que la Pologne gouvernementale fait semblant de croire que ce qui se dessine clairement à partir des années 30 et surtout à partir de 1933, c'est-à-dire si elle a la bonté de céder Danzig, le port de Danzig, à l'Allemagne, l'Allemagne gentiment l'aidera à conquérir l'Ukraine. Comme vous vous en doutez, ça n'est pas exactement ce qui est prévu, mais les Polonais font comme si c'était prévu. Je renvoie à divers travaux que j'ai faits sur la question et qui sont abordés d'ailleurs dans le Vatican, l'Europe et le Reich, tant la Pologne s'est caractérisée dans cet entre-deux-guerres par un aveuglement stupéfiant, mais je dois dire, pas très surprenant, puisque les héritiers semblent partager les mêmes illusions sur leurs possibilités. Et donc, c'est dans ce contexte que l'Allemagne prend le pouvoir, je dirais, à Lvov, avec des intentions évidemment d'utiliser son pouvoir sur la Galicie orientale, qui est devenue polonaise. Ça viendra peut-être dans la discussion, c'est une grande question, hein, ça, que la responsabilité de l'impérialisme français d'avoir cédé à la Pologne tous les territoires à l'est de la ligne Curzon, qui étaient des territoires ruthènes, qui étaient des territoires ukrainiens, de les avoir cédés à la Pologne, puisque la Pologne n'en a pas fait exactement l'usage qui était prévu, à mener contre les Ukrainiens, je dirais faciliter considérablement la tâche de l'Église uniate, puisque la Pologne, des colonels, a mené une politique d'assimilation forcée des Ukrainiens qui n'a pu que rendre service au fanatisme uniate. Je dis au fanatisme uniate parce que, et ça date aussi d'avant 1914, je dirais que tous les observateurs étaient extrêmement frappés par le fanatisme de l'Église catholique autrichienne
dont l'Allemagne a ici pris la succession, de telle sorte que le fanatisme uniate, qui est quelque chose qui est tout de même extrêmement frappant, et qui, je dois le dire, est tout à fait bien décrit quand la littérature rend service à l'histoire, après tout, pourquoi s'en priver? Ce fanatisme uniate est remarquablement décrit dans l'ouvrage de l'auteur de romans policiers, mais de romans policiers très historiques quand même, hein, qui s'appelle Julian Semenov, dans Opération Barbarossa, puisqu'on retrouve dans les descriptifs de l'accompagnement allemand par les bandéristes au moment de l'invasion de l'Union soviétique, on retrouve exactement ce qu'on trouve dans les études historiques approfondies. Je pense en particulier à la très bonne thèse, très belle thèse du germano-polonais Grzegorz Rosolinski-Liebe, qui en 2014 a produit une énorme biographie de Stepan Bandera, le personnage type de l'uniatisme, hein, père, prêtre uniate, fidèle inconditionnel de l'évêque de Lemberg, et on a entre l'ouvrage de Rosolinski-Liebe et le descriptif poignant, déchirant de l'arrivée des troupes auxiliaires ukrainiennes du Reich en juin 1941 en Ukraine pour le coup soviétique, il ne faut pas se priver de l'apport d'un auteur littéraire pertinent quand il vient apporter des éléments utiles à l'histoire. Alors, puisque j'ai parlé des bandéristes, évidemment, il faut évoquer ce qui a été, je dirais, le facteur déclenchant de ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire le financement du mouvement autonomiste ukrainien qui datait d'avant 1914, qui avait été le financement allemand du mouvement autonomiste ukrainien, qui a commencé dès la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire, ma foi, quand l'Allemagne s'est avisée que ce serait aussi bien de conquérir l'Ukraine que l'Afrique. Et donc, dans ces conditions, l'Allemagne est présente tout le temps. Il faut le dire, parce que l'idée que l'affaire aurait commencé avec Hitler est une idée entièrement fausse. Hitler a continué ce qui avait été amorcé, ce qui était tout à fait continu, sous le Deuxième Reich, sous la République de Weimar, dont la politique extérieure ne présentait aucune distinction de la politique antérieure, et évidemment qui a connu, vous le savez, son déploiement avec l'époque hitlérienne. Alors, dans le cadre de ce financement permanent, il y a une date très importante qui est en 1929, la création de l'Organisation des Ukrainiens nationalistes, l'OUN, c'est-à-dire ce mouvement qui est fondé par Stepan Bandera, jeune homme fanatique et soutenu à fond à la fois par les Allemands et par l'Église romaine uniate, et qui, à 20 ans, est le dirigeant de ce groupement qui se propose de liquider tous les ennemis jurés, c'est-à-dire les Polonais qu'il déteste, qui sont voués à la disparition, les Russes, les bolcheviks, bien sûr, les Juifs, et de manière plus générale, tous les opposants. Ça fait du monde. Et donc, à partir de là,
je n'entre pas dans les détails, hein, mais vous savez qu'autour de Bandera, il y a une kyrielle de concurrents au fanatisme, tous pires les uns que les autres, et qui commencent à rendre à Berlin des services éminents, de très très éminents services. Notamment, alors je le dis parce que c'est ce qui montre l'audace à laquelle l'Allemagne était parvenue dans les années 1930, puisque la liquidation en juin 1934 du ministre de l'Intérieur polonais a lieu sur mandat allemand, puisque les bandéristes sont organisés par les Allemands, a lieu 2 jours après que la Pologne des colonels et le ministre lui-même eurent accueilli avec emphase et solennité Goebbels venu à Varsovie, et pour le remercier, les bandéristes, mandatés par Berlin, donc tuent le ministre de l'Intérieur. Vous savez d'ailleurs que c'est une espèce de symbole de l'impuissance polonaise, puisque les Polonais finissent par retrouver toute la clique Bandera. Bandera et Ebet sont mis en prison, mais comme ça contrarierait trop l'allié chéri allemand, alors qu'ils sont condamnés à mort, la condamnation n'est pas exécutée, et lorsque les Allemands arrivent en Pologne, bien entendu, c'est-à-dire dès septembre 1939, la clique est entièrement libérée. La clique va être très utile puisque elle pose la question, évidemment, du rôle des bandéristes. Quand je dis bandéristes, bien entendu, il y a des divergences, hein, avec ceux qui officiellement sont pour l'indépendance, tels Stepan Bandera, et ceux qui ne font même pas semblant de s'y intéresser, tels Melnik, hein, Loun B. Bandera et Loun M. Melnik de la période hitlérienne, mais tout ce joli monde rend des services incomparables au Reich. Et il faut bien dire que dans la conjoncture où nous sommes, il est tout de même sidérant de constater que ce qui est dit couramment, ce qui est dit, il faut le dire, par les Russes, concernant le degré de nazification des forces à l'avant-garde du conflit du côté ukrainien, on est sidéré que cet été oublié avec cette facilité, parce que d'abord c'était une réalité, je dirais, notoire et reconnue par tous, et les faits sont les faits. Les bandes ukrainiennes ont joué dans les méfaits allemands de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de l'occupation de la Pologne, exactement le même rôle que ce que Raoul Hilberg, auteur, vous le savez, de la célèbre thèse et probablement la plus approfondie sur la destruction des Juifs d'Europe, de ce que Raoul Hilberg a appelé le travail des éléments actifs, des complices actifs de l'Allemagne. C'est-à-dire, lui, il utilise l'expression pour qualifier ce qu'on appelle les États satellites, États, alors que l'Ukraine n'est pas un État, et vous savez bien d'ailleurs que l'Ukraine bandériste, il n'a jamais été question qu'elle fût un État, puisque le Reich n'en voulait pas entendre parler en 1939 plus qu'avant, mais ils ont joué le rôle de la Slovaquie de Tiso, de tous ces États satellites, de la Croatie, des Oustachis, etc., c'est-à-dire accumuler les violences et les morts d'une manière quasiment
indescriptible. Vous savez d'ailleurs que les Allemands se donnaient le luxe de trouver qu'ils avaient une manière de faire les massacres manquant d'ordre et d'organisation, mais enfin bien utile tout de même, puisqu'ils ont constitué partout, et pas seulement à l'Est d'ailleurs, ils ont constitué des forces supplétives, décisives, des auxiliaires majeurs des ravages accumulés par le Reich en Europe. Alors, je n'entre pas dans le détail, peut-être ça viendra dans la discussion, mais les bandéristes ont joué dans la guerre contre la Pologne, dans l'occupation de la Pologne et dans l'occupation de l'Ukraine soviétique, sachant qu'ils n'avaient jamais mis les pieds en Ukraine soviétique. Je le dis d'ailleurs, j'en profite pour pour évoquer une question qui mérite elle aussi développement. Il est tout à fait piquant de constater que le thème de l'Holodomor, qui ne s'appelait pas comme ça, d'ailleurs ça s'appelle comme ça depuis les années 1980, le thème de la famine en Ukraine, qui est né en Allemagne, qui est né dans la Pologne de Lvov, qui est né au Vatican, quand les difficultés agricoles de la Russie ont été liquidées, c'est-à-dire après l'excellente récolte de juillet 1933, que cette dénonciation est un thème qui a été développé partout, sauf dans la région qui est supposée avoir subi les dommages, c'est-à-dire l'Ukraine soviétique. Il faut bien le savoir, quand on parle de l'Ukraine, on parle de deux Ukraines. L'Ukraine de Lvov, ça n'est pas l'essentiel de l'Ukraine. Et c'est un élément, évidemment, qui est explicatif de la conjoncture de ces dernières décennies et de la conjoncture de guerre d'aujourd'hui. Alors, l'Allemagne, donc, se sert des Ukrainiens. Vous savez que ça ne suffit pas, des Ukrainiens bandéristes. Et puis, je crois qu'il est inutile de développer sur ceux qui ont été mis en prison, Bandera, Liebed en prison, Liebed qui s'enfuit, Melnik qui, lui, n'est pas en prison. Tout le monde est quand même d'accord pour liquider le maximum de Juifs, de Polonais, d'Ukrainiens pas d'accord, et naturellement de Russes. Et tout ceci dure jusqu'en 1944, grosso modo jusqu'à l'évacuation par ses auxiliaires, jusqu'à l'arrivée, jusqu'au contrôle soviétique en juillet 1944 de Lvov, au terme duquel se fait une division de fait. L'essentiel, une partie très importante des bandes s'en va avec les Allemands et les suit dans leur... D'abord va en Allemagne à Berlin à partir de juillet 1944, et puis les choses se gâtant pour le Reich définitivement à partir de mai 1945, tout ce joli monde suit évidemment les Allemands vaincus, et une partie essentielle, la totalité s'en retrouve dans les zones anglophones, dans les zones d'occupation anglo-américaines, et surtout américaines, en particulier dans ce qui est un des fleurons de la zone américaine, c'est-à-dire la Bavière, c'est-à-dire Munich. L'essentiel va à Munich, dont d'ailleurs Bandera. Et puis, il faut le dire aussi, parce que c'est une donnée extrêmement importante, si des dizaines de milliers s'en vont dans les fourgons du Reich, il y a quelques dizaines de milliers d'individus du même genre qui restent en Union soviétique et qui, jusqu'en 1950, liquideront au bas mot 35 000 fonctionnaires civils et militaires soviétiques en Ukraine, désormais entièrement soviétique.
Alors, évidemment, je n'ai parlé jusqu'ici que de l'Allemagne, c'est-à-dire que j'ai négligé un facteur très important, l'autre facteur, c'est-à-dire les États-Unis. Depuis 1943, il est tout à fait certain que les bandéristes, que j'appelle par commodité bandéristes, hein, les bandéristes savent très bien que les affaires sont terminées. Pour tout dire, comme on dit vulgairement, les carottes sont cuites et par conséquent, il va falloir là aussi se tourner vers autre chose, c'est-à-dire vers la Pax Americana. Pax Americana, dont j'ai beaucoup traité dans une série de mes ouvrages, notamment d'ailleurs dans un ouvrage sur la non-épuration en France. Cette Pax Americana, qui n'est pas dont la nécessité n'est pas découverte en 1943. Hein. Je signale quand même qu'un des plus importants militaires français, en juillet 1941, je ne me trompe pas de date, le 16 juillet, envoie à Pétain un rapport duquel il ressort qu'étant donné l'acharnement avec lequel les Russes se battent, les Soviétiques se battent, puisqu'ils sont de nationalités diverses, il n'y a aucune chance que l'Allemagne puisse gagner la guerre, et que si l'Allemagne ne peut pas gagner la guerre, dit le général doyen, puisque c'est le général doyen, eh bien, il faut que nous changions notre fusil d'épaule dans la période à venir, c'est-à-dire que nous changions la carte allemande pour la carte américaine. Parce que les Français ont pensé, ce que les Français collaborationnistes ont pensé, les Ukrainiens hitlériens l'ont pensé aussi. C'est-à-dire que, alors eux, ils attendent un peu plus quand même, hein, mais à partir de 1943, il commence à se forger une histoire. C'est très important et c'est un thème d'ailleurs majeur de la thèse de Rossolinsky-Liebe que l'histoire, la légende que s'est forgé le mouvement bandériste, qui, vous le voyez d'ailleurs, est fort répandu ces temps-ci. Dans la grande presse, je pense à quelques articles caractéristiques de février du journal Le Monde, n'est-ce pas, qui a bien pris, il faut bien le dire, depuis sa naissance d'ailleurs, la succession du journal Le Temps appartenant au comité des Forges, qu'il a assuré dès sa création, puisque nous avons eu toute une série d'articles particulièrement frappants desquels il ressortait que, bon, évidemment, Bandera et les siens ont commis quelques erreurs historiques et morales, c'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur Hitler. Mais les pauvres, c'est parce qu'ils comptaient tellement sur une aide pour être libérés de l'affreux joug russo-soviétique que, vous voyez, bon, c'est une erreur, mais il est des erreurs pires encore, et donc il faut bien savoir que c'est à partir de 1943 que se forge cette thèse selon laquelle le mouvement bandériste aurait combattu deux ennemis également. L'ennemi russe, l'ennemi soviétique assurément, mais aussi l'ennemi allemand. Alors c'est une thèse entièrement fausse et je vous renvoie notamment, c'est vrai que l'auteur de romans policiers montre ça très bien, mais je vous renvoie à la thèse de Rossolinsky, Liebe, qui explique tout ça très clairement. J'attire votre attention sur un ouvrage qui a été publié en ligne et qui est dû à un pionnier auquel il vaut la peine de rendre hommage. C'était un photographe militant syndical qui, en 1987, Douglas Tuttle, qui a fait un remarquable ouvrage qui s'appelle Fraud, enfin, il n'a pas été traduit, hein, Fraud, Famine and Fascism, et dont le sous-titre, si on le traduisait, c'est le mythe du génocide ukrainien de Hitler à Harvard.
On est en 87 et le tapage américain, qui n'a jamais cessé depuis 1934-1935 sur la famine en Ukraine, a été ranimé considérablement dans les années 1980, et on a là quelqu'un qui n'est pas historien, mais dont je vous recommande l'ouvrage, épuisé, mais qui est en ligne, et qui malheureusement n'est pas traduit, mais pour tous ceux qui peuvent lire l'anglais, c'est un ouvrage absolument indispensable. Bien. Alors, dans cette quête de la respectabilité, parce qu'on a deux ennemis qui finalement sont aussi mauvais l'un que l'autre, il est certain que la Pax Americana était décisive, de telle sorte que ça m'amène à traiter du deuxième intervenant. Et quel intervenant? C'est-à-dire le candidat américain à la relève en Ukraine. Alors, vous le savez, en matière de guerre froide, on adore l'idéologie, les Américains défendent la démocratie, les bolcheviks sont des ennemis de la démocratie, c'est pour ça que que les États-Unis détesteraient la Russie. Bon, naturellement, c'est faux, parce que l'histoire est quand même peu idéologique, très pratique et très économique, de telle sorte qu'il faut revenir un peu avant pour comprendre l'intérêt considérable que les États-Unis ont manifesté envers l'Ukraine. Alors, on se dit, les États-Unis détestent la Russie depuis 1917. Non, on a un très bon historien, un des fondateurs de ce qu'on appelle le mouvement révisionniste américain, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle bêtement révisionniste en français, puisqu'on appelle en français révisionniste des gens qui sont négationnistes, qui nient les chambres à gaz. Hein. Bon, c'est pas ça du tout. C'est une révision de l'histoire des années, des années 50, par laquelle un certain nombre d'historiens américains qui se servaient beaucoup des archives ont démonté toutes les sottises sur la guerre froide, le danger russe, etc. Et l'un des fondateurs, qui s'appelait William Appleman Williams, qui est vraiment un historien remarquable, a fait en 1954 sa thèse, 1952, sa thèse qui s'appelle American-Russian Relations et qui porte sur la période 1781, oui, c'est pas bolchevique, 1947. Qu'est-ce qu'il y montre? Il y montre quelque chose d'essentiel pour comprendre l'intérêt américain en Ukraine. Il y montre que, à partir du XIXe siècle, l'impérialisme américain, ce moment où le marché intérieur ne suffit plus et où il faut que les États-Unis aillent bien au-delà de leur arrière-cour latino-américaine et conquièrent le monde, il montre en effet dans cet ouvrage que les États-Unis veulent tout. La Chine, la Russie, tout. Et en ce qui concerne la Russie, ils se mettent à détester l'Empire russe, qui est assez, je dirais, dans l'impérialisme, je ne dirais pas qu'il est sympathique, mais finalement s'accommode assez d'un partage des, vous voyez, d'un partage des attributions. C'est-à-dire que l'Empire russe dit aux Américains, l'Empire russe a tendance à s'étendre vers la Chine du Nord, a des ambitions en Mandchourie, il construit un chemin de fer, dans lequel d'ailleurs les intérêts impérialistes étrangers sont impliqués, puis il voudrait bien essayer de partager avec les États-Unis qui aussi s'étendent. Mais les États-Unis ne veulent pas, de sorte qu'à partir de 1896, ils se mettent à détester l'Empire russe, il faut dire presque autant qu'ils ont détesté les bolcheviks et qu'ils détestent l'actuelle Russie. Enfin, la Russie post-bolchevique. Bien. Donc, d'abord, il faut le savoir, les ambitions américaines en Russie, et évidemment, quand on parle de la Russie, on parle de l'Ukraine, et en Ukraine, ne datent ni de 1917, ni de 1990, ni de 2014. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe
avec la Russie et l'Ukraine ce qui se passe pour tout, c'est-à-dire que les États-Unis, comptant essentiellement sur le Reich, vu sa structure économique, sa similitude avec leur propre structuration capitalistique, leurs capitaux très développés, l'importance de leurs cartels, etc. Les États-Unis, donc, ma foi, évidemment rivaux de l'Allemagne, rivaux, mais aussi complices de l'Allemagne, puisqu'ils ont avec l'Allemagne une histoire particulière, des relations de capitaux extrêmement intenses depuis la fin du XIXe siècle. Les États-Unis, évidemment, qui ont des ambitions en Russie et pas seulement en Chine, les États-Unis, donc, commencent, s'étant réconciliés avec l'Allemagne aussi vite qu'ils s'étaient mis en guerre contre elle, et vous le savez d'ailleurs, piétinant Versailles avec une frénésie tout à fait spectaculaire, les États-Unis donc s'entendent avec l'Allemagne, après pour se partager le morceau c'est autre chose, mais s'entendent avec l'Allemagne pour avancer en Ukraine. En particulier, la banque Kuhn-Loeb et compagnie s'avance en terrain oriental, où les États-Unis ne sont pas très à l'aise au début, derrière les capitaux allemands. Le groupe Hearst, que vous connaissez, vous savez, qui n'est pas seulement le beau film sur le grand mania de la presse, hein, le beau film d'Orson Welles, la presse Hearst organise des campagnes anti-russes permanentes en soutien à l'Allemagne, notamment d'ailleurs sur la famine ukrainienne à partir de 1935. Enfin bref, tout le monde veut manger la Russie et l'Ukraine, hein, l'Ukraine au premier chef. Et je signale à cet égard, si ça vient dans la discussion, si on a le temps, j'en dirai quelques mots, l'intérêt remarquable, mais alors remarquable, que présente un ouvrage d'un Polonais d'extrême droite. On ne peut pas lui retirer cette caractéristique. Mais, par extraordinaire, dans les forces politiques dirigeantes polonaises, pas anti-russe, c'est ce qui est un cas, hein. Roman Dmowski. Alors, je vous recommande son ouvrage de 1930, je ne sais pas s'il y a des traductions françaises, qui s'appelle « L'avenir de la Pologne ». C'est une des analyses des appétits des impérialismes allemands et américains sur l'Ukraine les plus pertinentes, les plus intelligentes que j'ai jamais lues. Et d'ailleurs aussi du fait qu'il est pour la Russie littéralement impossible d'accepter la sécession de l'Ukraine, l'arrachage de l'Ukraine, puisque, comme il le dit, ce serait un pays sans dents. Alors, on est en 1930, hein, on n'a pas encore, la Russie n'a pas encore développé ses capacités dans l'Est, mais il explique qu'une Russie sans l'Ukraine, c'est au fond une Russie qui accepterait d'être un pays consommateur au lieu d'être un pays producteur. Enfin bref, je vous recommande, c'est toujours utile de savoir quand les questions se sont posées, quand les analyses ont été faites. Je vous recommande très vivement cet ouvrage de ce qui ne compte pas parmi mes auteurs préférés ou mes auteurs habituels. Alors, que faire pour conquérir l'Ukraine lorsque la guerre se clôt? Eh bien, l'après-guerre est en Ukraine, chez ceux qui veulent conquérir l'Ukraine, est un après-guerre surtout américain, mais qui a besoin de l'Allemagne. Car qui a mis les pieds en Ukraine avec l'efficacité que j'ai évoquée depuis si longtemps? Bien entendu, l'Allemagne. De telle sorte que la Deuxième Guerre mondiale, ressemblant comme une jumelle à la première, et le deuxième après-guerre encore plus à la première,
les États-Unis et l'Allemagne, soit ensemble, soit pas ensemble d'ailleurs, œuvrent en Ukraine et ils ont d'ailleurs délégué sur cette question des forces de première grandeur, en particulier en Ukraine même, des représentants de l'OSS, c'est-à-dire de l'Office of Strategic Services, les services de renseignement fondés en 1941, qui, vous le savez, sont les prédécesseurs de la CIA, fondée, elle, en juillet 1947. Et c'est ainsi que Holland Dulles, tiens, dont Simonov parle pas mal, que Holland Dulles a envoyé toute une série de ses délégués dans l'ensemble de l'Europe orientale pour empêcher les soviétiques de se ménager là la zone de précaution, la zone tampon, la zone qui doit remplacer la zone du cordon sanitaire, c'est-à-dire la zone qui doit empêcher qu'une nouvelle agression contre la Russie ne se déclenche sous la responsabilité de l'Allemagne grâce à toute une série d'alliés. Vous voyez, on est au cœur des questions d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire sur l'avancée de l'ouest à appétit vers l'est. Et donc, on s'en va discuter avec qui? Avec les bandéristes, qui sont plus hitlériens que jamais, que les hitlériens ont institué, Comité national ukrainien, etc. Mais on discute. Et on discute parce que, évidemment, il va falloir, pour mener la guerre comme d'habitude, il va falloir disposer du bailleur de fonds essentiel de l'après-guerre, c'est-à-dire des États-Unis. Les États-Unis s'intéressant à l'Ukraine, mais s'intéressant aussi à toute la Russie. Alors, je reviens à ce que je vous ai dit sur la thèse de Williams. Les appétits américains à l'égard de la Russie sont de très vieux appétits. Ils datent du XIXe siècle. Et s'ils sont particulièrement gourmands en Ukraine, ils le sont surtout. Je vais d'abord évoquer ce phénomène général avant de montrer quel est le rôle occupé en Ukraine même.